Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat de façon formelle, il y a une quinzaine d'années environ, juste au sortir de mes études universitaires, j'aurais bien voulu entendre un certain nombre de choses. Oui, il y a des conseils qui m'auraient permis d'aller beaucoup plus vite. Mais je n'ai aucun regret parce que ce sont justement les erreurs que l'on commet sur le chemin qui deviennent en fait de l'expérience si on arrive à tirer les leçons de cet échec et à comprendre. Par contre, c'est toujours bien lorsqu'on peut éviter certains faux pas. On commettra toujours des erreurs, mais si on peut réduire le volume, le nombre, eh bien forcément c'est tout bénef comme diraient certains. C'est pour ça que moi j'accorde une importance particulière à la transmission et que je donne des conférences, je fais des formations, j'écris des livres pour partager l'expérience que j'ai jusqu'ici et celle que je vais continuer à accumuler. C'est pour ça que je vais aussi me faire former, je continue à me faire former, à participer à des événements, à lire des bouquins, etc. de personnes qui ont atteint des niveaux de performance plus élevés que moi pour continuer à croître. Et c'est donc pour tout ça que je fais cette série de vidéos. Nous sommes donc à la troisième partie de cette série dans laquelle je partage avec vous des erreurs que les entrepreneurs doivent éviter lorsqu'ils lancent leur business. D'accord? Ce sont des erreurs normalement de débutants. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui, même avec 5, 10, 15 ans d'expérience, continuent à commettre certaines de ces erreurs-là. Je vais donc évoquer 5 d'entre elles, ok? Il y a déjà eu 2 parties, vous pouvez aller les regarder, mais vous pouvez suivre cette vidéo même si vous n'avez pas encore regardé les 2 autres parce que ces conseils, ils abordent des points qui indépendamment sont compréhensibles et intelligibles. Prenez donc de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. 3 lettres, R-O-C de notre mantra, soyons rock. Tous les jours quasiment il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne et les sujets abordés tournent autour du business, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, du mindset et de l'éducation financière. Le but, c'est de t'aider à accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Abonne-toi donc si ces sujets te parlent et active la cloche de notification. Bienvenue dans la communauté. Alors, nous sommes en train d'évoquer depuis 2 vidéos, déjà c'est la 3e, oui, des erreurs communes, courantes, que les entrepreneurs commettent lorsqu'ils se lancent et parfois pendant bien longtemps. Et ce sont des erreurs qui peuvent vous coûter très cher. Je marque une petite pause pour vous inviter à télécharger l'e-book gratuit dans lequel nous vous proposons une vingtaine d'idées de business rentables pour l'Afrique. Le lien est en description et c'est, on va dire, en fait, un échantillon de ce que nous présentons sur cette chaîne parce que dans la playlist Business en or de cette chaîne YouTube, il y a des dizaines et des dizaines d'idées de business présentées en vidéo avec mon analyse, les points forts, les challenges, les projections de revenus, etc., etc. Ok? Mais vous allez retrouver dans cet e-book-là une vingtaine de business qui ont été consignés pour votre plaisir. Téléchargez-le gratuitement, n'hésitez pas. Alors, la première des 5 erreurs que je vais évoquer aujourd'hui, elle consiste à mélanger ses finances personnelles avec celles de son business, de l'entreprise. Ça, c'est extrêmement courant. Vous le savez. Si vous êtes entrepreneur, vous l'avez connu ou peut-être que vous le connaissez même encore. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, c'est difficile, je l'avoue, de ne pas faire le mélange. Ok? Moi-même, je l'ai fait, comme plein de monde. Parce qu'au début, tu peux pas te payer de salaire. Tu as mis peut-être tes quelques économies, surtout quand tu démarres avec peu de moyens, je veux dire, tes quelques économies dans le démarrage de l'activité. Et il faut bien que tu te nourrisses, que tu payes ton loyer, que tu te déplaces, etc. Donc, tu puises dans la même caisse pour payer ton loyer et également pour payer un collaborateur si tu en as un ou pour aller imprimer des lettres de demande d'agrément que tu vas déposer. Bref, c'est un méli-mélo, assez souvent. Ce qui est grave, c'est lorsque ce méli-mélo-là ne cesse pas rapidement. Vous devez avoir pour objectif de mettre de l'ordre dans vos finances le plus tôt possible, de façon à pouvoir distinguer ce qui est à vous de ce qui est à l'entreprise. Même si vous êtes tout seul, que c'est une société unipersonnelle, que vous êtes actionnaire à 100%, tout ce que vous voulez, ce n'est pas sain parce que vous n'aurez pas des comptes qui vont refléter la santé de l'entreprise et très rapidement, ça va vous causer du tort lorsque vous allez déposer état financier, etc. Avec l'administration fiscale, ça va pas fonctionner, ça peut pas fonctionner, d'accord? Et les législations sont de plus en plus rigoureuses dans tous les pays. On vous demande d'avoir des comptes super clairs. Donc, si vous faites trop de bisbilles et de jonglage, vous allez avoir besoin de faire des acrobaties à n'en plus finir au moment de rédiger votre bilan, par exemple. Et au-delà de ça, même de cette tracasserie-là, ce n'est pas
bon pour l'entreprise que vous ne puissiez pas savoir si elle fonctionne ou si elle ne fonctionne pas. La confusion, ce mélange des gens va vous mener à votre perte. Même si vous ne coulez pas et que vous ne fermez pas, vous allez ressentir les incidences de ce comportement-là. Donc faites en sorte, le plus tôt possible, dès que vous pouvez, de commencer à vous payer un salaire pour ne plus mettre la main dans la caisse de l'entreprise et vous gérez l'argent de la boîte à part. Si vous ne pouvez pas vous payer des salaires, est-ce que c'est en dividende, est-ce que vous rémunérez, peu importe, c'est à vous de voir quelle est la meilleure formule, il y en a plusieurs. D'accord? C'est moins le cas pour les gens qui ont déjà une certaine assise financière et qui lancent un business après. Des gens qui ont travaillé peut-être 10-15 ans dans une boîte, qui ont des ressources, qui lancent un business. Quand ils ont une petite culture entrepreneuriale quand même, ils savent qu'ils ne vont pas mettre la main là-bas pour se servir. Ils ont leurs sous de côté pour pouvoir tourner et ils se disent, allez, pendant une année ou deux, l'entreprise va tourner sans avoir à me payer, je vais payer juste les salaires, etc., etc. Encore que parfois ils font ça et dans le même temps, ils vont puiser pour des besoins personnels qui sont autres que le salaire. Bref, ne le faites pas ou alors faites-le au départ si vous n'avez pas le choix, mais arrêtez le plus tôt possible. Deuxième erreur grave, c'est ignorer le branding. Je vois beaucoup de gens qui disent oui, mais non, le logo, c'est pas important. Oh, les couleurs, on s'en fout. Vas-y, mets-moi juste quelque chose là, rédige le courrier, on va déposer. C'est le contenu qui compte. Je suis désolé de vous décevoir. C'est pas que le contenu qui compte. Si le contenu comptait uniquement, je pense que ça se saurait. Dites-moi, si vous vendez des chips de banane aujourd'hui, qu'est-ce que vos chips ont de différent? Vous allez inventer une nouvelle recette de chips. Vous savez ce que ça va vous coûter en recherche et développement avant d'arriver à une recette extraordinaire, nouvelle, que vous allez devoir breveter, ce qui va vous coûter extrêmement cher, sinon quelqu'un va la copier. Quelle est la différence que vous apportez quand vous avez une société qui propose du gardiennage et qu'à 200-300 mètres, il y a une autre boîte qui propose ça, en sachant que les tarifs proposés sont souvent les mêmes. Il y a beaucoup d'alignements au niveau des business. Les prestations sont souvent les mêmes. Qu'est-ce qui va faire la différence? Le réseau? Oui, mais pas que. Votre branding, ça va beaucoup jouer. Et le branding, c'est pas que le logo, c'était un exemple que je donnais. C'est tout l'univers sémantique, visuel qu'il y a derrière. C'est la vision, c'est les valeurs, c'est comment vous vendez votre marque. C'est le service client aussi qu'on va retrouver dans toute la dimension marketing. D'accord? Ça va être votre stratégie de prix, votre stratégie de produit. C'est tout un ensemble. Le branding, c'est vaste. Mais vous devez avoir une identité. On achète du Coca-Cola plutôt que d'autres marques qui sont juste à côté du Coca, qui ont les mêmes couleurs et qui coûtent 1,5, parfois 2 fois moins cher. Mais on préfère parfois prendre la bouteille de Coca. Pourquoi? Le branding, c'est important. Et si vous ne savez pas comment faire, faites-vous accompagner par des professionnels. Vous pouvez nous contacter pour qu'on vous assiste, pour mettre en place une stratégie de branding. Vous pouvez également booker une séance de coaching d'1 heure, ou prendre un pack de plusieurs heures pour qu'on vous accompagne dans une dynamique où on va vous dire comment faire les choses. Et si vous avez envie vous-même d'avancer et de déployer tout ça, vous pourrez le faire, d'accord? Ça fait une douzaine d'années que je suis consultant et que j'accompagne avec mes équipes des entrepreneurs, des porteurs de projets à travers toute l'Afrique sur tout ce qui est business, plan marketing, études de marché, stratégie, vraiment de branding et bien d'autres choses, et même aide à la mise en route des business. Et ça fait une quinzaine d'années que je suis moi-même entrepreneur de façon formelle, même si je faisais déjà du business un peu avant. Donc, je sais de quoi je parle, je suis pas dans la théorie. Je comprends mes clients parce que je suis moi-même entrepreneur et je sais ce qu'ils traversent parce que je traverse des choses similaires où j'ai eu à les traverser et ça me permet de les accompagner de la meilleure manière possible. Tous nos contacts sont dans la barre de description. Troisième erreur grave, ne pas documenter les process. Si vous ne documentez pas vos process, ça va vous retomber dessus. Documenter les process, c'est quoi? C'est pouvoir mettre noir sur blanc, donc consigner dans des documents chaque étape de chaque opération de votre entreprise. Si vous avez une boutique, ne serait-ce qu'une boutique dans laquelle vous vendez des produits alimentaires, vous devez consigner la façon dont le ménage se fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir un manuel de procédure comme ça quand vous êtes une TPE, une start-up, une PME. Même si c'est quelque chose de succinct, il faut que ça existe. Pour que vous consigniez clairement que tous les matins, si la boutique ouvre à 9h, eh bien à 8h, il faut que le gérant soit là, ou la gérante. Il faut qu'il ouvre les volets. Il faut qu'il aère avant de mettre la clim s'il y a de la climatisation à l'intérieur. Il faut qu'il nettoie de telle heure à telle heure. Ça doit être processisé. Parce que pour vous, ça semble évident, mais non, si vous l'écrivez pas, il y a des gens qui feront pas certaines choses.
Et on trouve beaucoup de chefs d'entreprise qui s'énervent tout le temps. Ouais, mais tu aurais dû faire ça, mais c'est évident, c'est logique. C'est logique pour qui? Pour toi. C'est pas logique pour tout le monde. Il faut que ce soit logique pour l'entreprise. Et l'entreprise étant une entité morale, il lui faut des documents, des procédures. Quand quelqu'un paye chez vous, et il va payer, il vient régler une facture, comment est-ce que l'argent se retrouve sur le compte bancaire? Quel est le circuit que ça fait? Quels sont les documents qui doivent être remplis? Et par qui? Avant que l'argent soit porté, par qui? À la banque? Quand? Combien de fois par semaine? À quelle heure? Tout doit être processisé. C'est beaucoup de travail au début quand on veut faire des procédures, mais après, vous êtes tranquille parce que quand les gens n'exécutent pas les choses convenablement, vous pouvez leur tomber dessus et dire à un collaborateur, tu déconnes. Parce que c'est écrit noir sur blanc que toi, tu dois faire tel, tu as tel poste, tu sais quand ça doit se passer comme ça. Et ça vous crédibilise aussi dans vos rapports, vos relations avec les autres institutions, les partenaires. C'est extrêmement important. Ça va garantir la conformité pour votre entreprise. D'accord? Vous allez faire les choses selon des normes données et ça va également vous permettre d'avoir de la constance. La qualité d'une tâche ne dépendra pas de celui qui l'accomplit. Parce que si Bernadette fait très bien son boulot à ce poste-là, ce poste X, et qu'un jour Bernadette n'est pas là parce qu'elle est malade ou qu'elle est partie de l'entreprise, que vous recrutez maintenant Jacqueline et qu'elle ne fait pas pareil, vous allez vous énerver. Mais vous n'avez pas le droit de vous énerver s'il n'y a pas de procédure. Donc ça vous couvre, ça couvre l'entreprise, ça garantit une certaine qualité de service et de prestation et ça met tout le monde dans des dispositions qui soutiennent une qualité générale. Donc vous devez vraiment documenter les process, c'est extrêmement important. Erreur numéro 4 de cette série, ne pas utiliser les données pour prendre des décisions. On ne prend pas des décisions à la volée. Chaque décision prise dans votre entreprise doit découler d'une analyse. Analyse de données. Les données, ça va être quoi? Ça va être les chiffres, par exemple. Les données que vous apporte le service commercial. Les chiffres de vente, d'accord? Les écarts qu'il y a entre telle période et une période précédente. Vous devez analyser tout ça. Vous avez le service commercial, le service financier, donc tout ce qui est comptabilité, tout ça aussi, qui vous donne des données. C'est pour ça qu'il faut écouter ces collaborateurs et les encourager à travailler là-dessus. Et ils doivent pouvoir vous produire des rapports. Sur la base des rapports, vous allez prendre des décisions. Quel produit fonctionne le mieux? Vous ne le savez peut-être pas. Vous dites, oui, on a vendu 4000 unités de tel produit et 2000 de l'autre. C'est le premier qui marche le mieux. Non, c'est faux. Peut-être que le premier ne dégage que 100 francs de marge par vente, alors que le second dégage 700 francs de marge. Lorsque vous faites le total, lequel de ces produits vous rapporte le plus d'argent? Il faut savoir cela pour pouvoir décider, par exemple, de produire davantage de produits B, ou d'arrêter le produit A, ou de le produire à minima, ou d'en faire une édition limitée. Bref, toutes les décisions doivent découler d'une analyse. Là, je donne des exemples qui sont, on va dire, vraiment centrés sur le commercial, mais c'est à tous les niveaux. Si vous voulez également promouvoir un collaborateur, ça doit être le fruit d'une réflexion qui a pris en considération des aspects RH. On vous a peut-être montré tout ce qui est liste de présence, assiduité, respect des procédures quand on veut demander des congés ou des mises en dispo et tout ça. Et vous regardez qui sont les personnes qui, véritablement, sont impliquées dans l'entreprise, font leur travail convenablement, viennent à temps, respectent le règlement intérieur, et vous allez promouvoir ces personnes-là. On prend des décisions éclairées et objectives, pas juste sur la base de l'intuition ou alors de tout ce qu'on peut avoir comme affinité avec telle ou telle personne. Non, on ne gère pas une entreprise comme ça. D'accord? Bien sûr, il y a un caractère humain qui induit de la spontanéité pour certaines choses, mais il faut que derrière, toutes les décisions soient réfléchies et soient backées par un raisonnement, de la logique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est hyper important. Donc ne faites pas cette erreur-là. Et la 5e erreur grave de cette série, c'est de ne pas fidéliser ses clients, de ne pas fidéliser non plus ses collaborateurs. L'acquisition d'un client, ça coûte très cher. Vous avez un produit ou un service, vous allez devoir convaincre un client. Ça va passer par de la publicité, de la communication, de la prospection, tout ce que vous voulez, jusqu'au moment où vous allez convaincre un client. Il va essayer. Peut-être qu'il ne va pas aimer ce que vous proposez. S'il n'aime pas, il ne reviendra peut-être pas. S'il aime, il peut revenir. Il ne va pas revenir systématiquement. Comment vous le fidélisez? Ça à travers beaucoup de choses. Le service client, comment on s'occupe de lui, comment on prend en compte ses recommandations, ses requêtes, ses plaintes. Qu'est-ce qu'on fait pour le fidéliser ensuite? Parce que si vous ne le fidélisez pas, c'est pas bon. Il faut créer de la récurrence.
Une fois que vous avez dépensé de l'argent pour acquérir un client, vous n'allez pas redépenser de l'argent encore pour le faire venir. Vous allez dépenser de l'argent pour faire venir d'autres clients. Mais ça a un coût. En attendant, celui qui est déjà là, ben, il faut le faire acheter souvent. Comme quelqu'un qui vient dans un supermarché et qui a ses habitudes. Il va y avoir ses habitudes parce que peut-être on va lui proposer une carte de fidélité à un moment. Parce qu'il va trouver que les gens, ils sont vraiment de bons conseils à l'intérieur, les rayonnistes et tout ça, que la caissière elle est soignante. Parce que s'il est agacé, ben, il va rapidement aller dans un autre supermarché les fois suivantes. Et ça s'applique à tous les business. Fidélisez vos clients. Trouvez le moyen de les fidéliser, de les garder avec vous. Et c'est pareil pour vos collaborateurs. Moi, je dis les collaborateurs, ce sont des clients aussi de l'entreprise. Ils font partie de l'entreprise, mais ce sont également des clients de l'entreprise. Si vous ne fidélisez pas vos collaborateurs en les valorisant, en leur permettant de se former, en les intégrant dans une aventure qui les dépasse, qu'ils comprennent qu'ils appartiennent à quelque chose de plus grand, à une mission, à un rêve, et qu'ils rentrent dans une culture d'entreprise. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous aurez un turnover important. Les gens vont venir, vont partir, vont venir, vont partir. Peut-être que vous avez un management pourri, que vous n'arrivez pas à faire preuve de leadership. Voilà, s'il n'y a pas là vraiment cette envie de rester, d'appartenir à une aventure où on est considéré et valorisé aussi, eh bien vous allez avoir, comme je disais, un turnover important. Et à chaque fois que quelqu'un vient, parce que quelqu'un est parti, vous devez reformer la personne, lui expliquer comment fonctionne la maison et tout ça. C'est beaucoup de temps qu'on perd, c'est beaucoup d'énergie qu'on gaspille et c'est beaucoup d'argent qui s'envole par la fenêtre. Donc voilà les 5 erreurs que je voulais partager avec vous dans cette 3e série. Il y aura une 4e pour clore tout ça, évidemment, puisqu'on a parlé de 20 au total, d'accord? Et j'espère que vous allez faire le nécessaire pour corriger un certain nombre de choses si vous vous retrouvez à travers ce qui est partagé. Le plus important, c'est de progresser. Ce n'est pas grave de faire des erreurs. Au contraire, si on tombe pas, on n'apprend pas. D'accord? Mais il faut rapidement apprendre, corriger le tir et continuer son chemin vers la croissance. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous, partagez-la pour que la communauté continue à grandir. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.